Salut, voici notre aventure. Nous avons décidé d'aller au Mexique, un pays complètement nouveau pour nous, et de commencer une expédition. Cela s'est avéré être l'une des plus grandes découvertes de ma vie. Puisque j'ai commencé de manière si solennelle, l'annonce doit être à la hauteur. Ici, nous découvrirons les 4 éléments: l'air pur des montagnes, les dons de la terre fertile et les espaces aquatiques infinis. Bref, le Guatemala est tout simplement génial. D'accord, laissons le pathos de côté et commençons par l'introduction. Le Guatemala est un petit pays assez pauvre au sud du Mexique, célèbre pour l'histoire majestueuse des Mayas, dont les traditions sont encore préservées aujourd'hui. Ce pays est incroyablement vert et riche en nature. En passant, le nom du pays signifie littéralement un lieu où de nombreux arbres poussent. Le Guatemala est également connu dans le monde pour son excellent café. On dit que c'est ici qu'a été inventé le café instantané. Bien sûr, on ne peut pas oublier les volcans. Il y en a plus de 30 dans le pays, dont 3 sont très actives. Nous en parlerons plus tard, et pour l'instant, nous approchons de la capitale, Guatemala City. C'est la plus grande ville d'Amérique centrale, avec une population de près de 4 millions de personnes, dont la plupart vivent dans des conditions difficiles rappelant les favelas. La ville n'est pas considérée comme sûre pour les touristes. C'est pourquoi, dès notre arrivée, nous nous rendrons directement dans des endroits plus calmes. Il est intéressant de noter qu'en Guatemala, les points de change et de vente de cartes SIM commencent juste avant le contrôle des passeports. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Cela a du sens car la communication et l'argent liquide sont essentiels pour voyager dans le pays. Les terminaux de paiement et le Wi-Fi ne sont pas disponibles partout. Sur le chemin de l'aéroport, la ville donne l'impression d'une métropole négligée et encombrée. À première vue, la ville ne présente aucun caractère exceptionnel. Les énormes bus colorés qui transportent des passagers vers tous les coins du pays sans aucun horaire sont l'une des attractions du Guatemala. Dans le jargon touristique, on les appelle les chicken bus, car les agriculteurs locaux les utilisent souvent pour transporter de la volaille au marché. Autrefois, ces bus transportaient des élèves aux États-Unis, mais après avoir atteint un certain niveau d'usure, conformément aux règlements américains stricts, ils ont été retirés du service. Au lieu d'une retraite bien méritée, ils trouvent une seconde vie en Amérique centrale. Les locaux réparent et modifient ces véhicules de la manière la plus colorée possible. Le résultat ressemble à ceci. Tout au long du voyage, je n'ai jamais vu 2 bus de poulet identiques dans les rues. Cela semble incroyablement impressionnant, et il est difficile de croire que c'est un simple transport public et non une décoration de festival. Regardez simplement tous ces détails. C'est ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai pris la voiture pour les matchs. Mais nous avons préféré arriver un peu plus rapidement et confortablement en Uber, ce qui est aussi assez bon marché. Pour 16 $, nous avons parcouru 40 km sur des routes de montagne jusqu'à la ville d'Antigua. J'aime les prix du transport dans ce pays. Le Guatemala nous a surpris non seulement par les prix des taxis, mais aussi par l'hébergement dans un endroit plutôt correct. Pour très peu d'argent, nous avons loué une chambre au cœur même du centre historique d'Antigua pour 45 $ la chambre double. On ne peut pas être plus central. Sur le terrain de l'hôtel, il y a un vieux mur colonial et une plaque avec différentes dates indiquant quand quelque chose a été construit et quand il a été restauré. En fait, c'était il y a assez longtemps, et les chambres elles-mêmes sont cachées dans un jardin verdoyant derrière des portes vitrées au rez-de-chaussée. Au final, c'est le summum du confort, idéal après une journée bien remplie. Notre chambre à 45 $ n'est pas seulement une chambre d'hôtel ordinaire, mais tout un studio décoré dans un style guatémaltèque typique. Et oui, les petits déjeuners sont également inclus. En somme, c'est fantastique. Et maintenant, allons voir à quoi ressemble Antigua. Antigua est une belle ville coloniale située en haute montagne, à seulement 40 km de l'aéroport.
Son nom signifie littéralement « vieille Guatemala », car cette ville était la capitale avant qu'elle ne soit transférée à la ville de Guatemala. L'histoire de ce changement est assez triste, mais aussi ironique. La ville a été construite au XVIe siècle dans cette vallée, la considérant comme suffisamment sûre contre les éruptions et les tremblements de terre. Cependant, dès le XVIIIe siècle, un autre tremblement de terre a presque entièrement détruit la ville. Après le tremblement de terre, les autorités ont décidé de transférer la capitale à l'emplacement actuel de la ville de Guatemala. L'ancienne colonie a été soigneusement restaurée et est parvenue jusqu'à nous presque intacte, conservant l'architecture typique des villes coloniales espagnoles. Certains monuments détruits ont été reconstruits, comme cette vieille cathédrale par exemple. Bien sûr, de nouveaux et magnifiques bâtiments ont également été construits. En gros, toute la ville est comme un musée de l'architecture locale, bien sûr inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le principal monument de l'UNESCO, l'arc de Santa Catalina, se trouve au cœur même de la ville, près de notre hôtel. L'arc reliait autrefois l'école au monastère, mais ni l'école ni le monastère n'existent plus. Cependant, l'arc a survécu. Sur l'arc, pendant la reconstruction, une tour avec une horloge a été ajoutée et voilà, voici la principale attraction touristique du pays. L'arc avec en arrière-plan le volcan Agua. C'est une vue si typique du Guatemala que vous la trouverez sur des cartes postales ou par exemple dans une peinture dans votre chambre. À mon avis, Antigua est un endroit très confortable, idéal pour une demi-journée de promenade dans la ville. La ville est composée de bâtiments bas et colorés dans lesquels se cachent élégamment des magasins, divers hôtels, bars et bien sûr des appartements pour près de 50 000 habitants. La plupart d'entre eux travaillent dans l'agriculture ou, bien sûr, le tourisme. Tout ce que vous voyez dans cette ville est définitivement le côté lumineux du Guatemala. Tout est très lumineux et vert. Tous les souvenirs que vous trouvez dans les magasins sont aussi colorés que possible. Les femmes mayas portent des vêtements très voyants. Et bien sûr, n'oublions pas ces célèbres bus. Alors donc, pour compléter le tableau, vérifions s'il y a aussi du goût. Je ne parle pas de la mangue du marché à 1 $ le paquet, qui soit dit en passant est excellente. Le Guatemala est célèbre pour son café. C'est l'un des plus grands fournisseurs au monde, et le plus important aux États-Unis, car c'est le café guatémaltèque qui est utilisé par Starbucks. On dit que la meilleure qualité de café au Guatemala est cultivée sur les volcans entourant la ville d'Antigua. Par hasard, lors d'une promenade en ville, nous avons trouvé une petite boutique où ce café est préparé et vendu. Cet endroit ne ressemble pas à votre café hipster typique de quartier. Au lieu d'un flat white standard ou d'un frappé, vous trouverez ici de nombreux produits locaux comme le café, le thé et toutes sortes d'épices. La charmante barista Gwendy nous a dit que préparer simplement du café ne leur suffisait pas, alors ils expérimentent avec lui de différentes manières. Pour le prouver, elle a préparé pour nous probablement le crossover le plus fort, un thé aux fruits de café. Le thé avait un goût légèrement fruité, un peu plus sucré et avec des notes subtiles de chocolat en arrière-plan. Nous l'avons beaucoup aimé, alors nous avons décidé d'essayer les spécialités de ce café. C'est bien sûr du café. Gwendy a préparé pour nous le mélange maison de café fort volcanique avec diverses épices. Ça sent comme du vin chaud mélangé avec du café. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais certainement pas quotidien. C'est délicieux. On sent bien le goût du café, auquel s'ajoutent tous les autres arômes. Vraiment exceptionnel. Nous avons payé 4 $ pour la dégustation et nous avons unanimement ajouté cet endroit à notre liste de lieux à visiter à Antigua. C'est à quoi ressemble l'ancienne capitale du Guatemala. Elle est lumineuse, accueillante et également savoureuse. Pas étonnant que la plupart des touristes se dirigent non pas vers Guatemala City, mais ici. À 21 h, tous les lieux ferment officiellement, mais continuent leurs activités discrètement, à huis clos. Nous ne ferons pas la fête, car nous devons nous lever très tôt demain, car un événement nous attend, pour lequel nous sommes essentiellement venus au Guatemala.
Je transfère des affaires pour une journée et demie dans un autre sac à dos, car mon sac à dos est plus un sac photo qu'un sac de randonnée, et là où nous allons, il pourrait y avoir un peu de poussière. 1 heure de route depuis Antigua avec un petit déjeuner guatémaltèque directement dans la voiture et un café du matin avec vue sur la plantation, puis on peut se mettre en route. Notre aventure commence par les pittoresques plantations de maïs et de café. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà deviné que nous escaladons un volcan. Acatenango, que nous escaladons, est endormi, tandis que l'autre à côté est très actif. Même sur ce logo, de la lave en coule. À l'entrée du sentier de randonnée, vous devez remplir divers formulaires liés au Covid-19. Je ne pensais pas que cela me rattraperait même en route vers le volcan. L'entrée sur le sentier est payante. Il faudra laisser quelques pièces et toute l'ascension prend en moyenne environ 5 heures et couvre 1,5 km d'ascension. Pour être honnête, l'escalade à travers la jungle se révèle un peu plus difficile que je ne l'avais supposé, mais j'ai beaucoup d'excuses. Premièrement, en avril, j'ai été malade de la maladie bien connue, dont mes poumons ne se sont pas complètement remis. Deuxièmement, le café guatémaltèque naturel n'a pas eu le meilleur effet, surtout quand il est bu à jeun. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir 2 volcans actifs là-haut. C'est vraiment dangereux. Et troisièmement, je transporte tout le matériel cinématographique lourd, caméra, trépied, objectif, uniquement pour pouvoir vous montrer tout cela. Oui, à vous qui regardez ou écoutez. L'escalade est encore plus difficile car j'ai 4 litres d'eau avec moi. C'est le minimum nécessaire car il n'y a pas du tout d'eau au sommet. Pendant la pause, je vais vous présenter rapidement notre expédition. Notre guide Gonzalo a escaladé ce volcan à plusieurs reprises, donc pour lui c'est comme un trajet au bureau. Nous avons aussi Nick des États-Unis qui a voyagé pendant plusieurs mois à travers l'Amérique centrale et, pour couronner le tout, a décidé de gravir un volcan. Vous vous souvenez peut-être de Bori de nos autres voyages ensemble. Par exemple, juste avant le Guatemala, nous avons parcouru la péninsule du Yucatan ensemble. Nous traversons une zone de forêt de conifères où il fait déjà sensiblement plus frais. Voici un nuage qui est descendu. J'espère qu'au sommet, il n'y aura pas de brouillard total. Bonne nouvelle! Nous sommes enfin arrivés au camp de base à une altitude de presque 3600 mètres. Mauvaise nouvelle, toujours pas de visibilité. J'espère que c'est parce que ce sont des montagnes et que le temps change ici toutes les heures. Et que nous verrons encore ces belles vues, mais ce n'est pas certain. Pour le déjeuner, nous avons eu de gigantesques sandwichs guatémaltèques avec des haricots, des œufs et du guacamole. Et ils ont probablement attiré tous les chiens volcaniques d'ici. Bon, tu en as un peu. Tu vas manger ça? Nous souhaitons bon appétit aux chiens et vous invitons à une visite éclair de notre camp. Les places sont chaudes, elles semblent ne pas fuir, et à l'intérieur, tout est très simple. Nous avons quelques sacs de couchage qui sont désinfectés, mais je ne m'y glisserai pas sans vêtements. Pour répondre à la question de base, il y a des toilettes, mais il n'y a pas de réseau pour regarder YouTube. Donc, vous devez parler à des gens en chair et en os. Mon évaluation de cette auberge est de 8 sur 10. Vous pouvez laisser vos affaires, vous reposer un peu et attendre que les nuages se dissipent. Je me détendais tranquillement, et ce volcan a fait une éruption si forte que tout à l'intérieur de la tente s'est mis à trembler. La fumée s'est déjà dissipée, et ce n'est probablement pas la chose la plus forte qui nous attend aujourd'hui. Juste une bombe! Alors, faisons connaissance. Voici le vieux volcan Fuego, ce qui signifie feu en espagnol. Le nom dit tout, car depuis de nombreuses années, il projette régulièrement des nuages de cendres et de lave dans l'air. Et même sur ces pentes, on peut voir que c'était relativement récent.
Si vous regardez les images satellites des volcans Fuego et Acatenango où nous sommes, il devient évident lequel d'entre eux n'est pas encore éteint. Ils ont un tel contraste qu'on pourrait tourner une publicité avec. J'ai rasé un de mes volcans avec de la mousse à raser ordinaire et l'autre avec un gel au nom fantaisiste de lava. En bref, c'est l'un des volcans les plus actifs de notre planète. Lorsque les nuages se sont finalement dissipés, il est devenu évident que, en plus de nous, il y a d'autres personnes ici qui veulent observer son activité. Toute la pente d'Acatenango est parsemée de tentes et même de petits chalets où se trouvent des invités de différents coins de notre petite planète. D'où viens-tu? Los Angeles, Ukraine. Italie! Waouh! Chaque étage de ce refuge appartient à une entreprise de guides spécifique qui est responsable de la sécurité du groupe et bien sûr de la propreté des lieux. Ce avec quoi ils ne se débrouillent pas toujours à 100%. Quel bazar! Aïe aïe aïe! Le programme dans ce sanatorium est à peu près le même pour tout le monde. Se reposer en attendant une plus grande éruption et le spectacle vaut chaque heure passée sur ces pentes poussiéreuses, car il est vraiment à couper le souffle et parfois un peu effrayant. Ouh! Oui, mon cher. Pas du tout. On peut faire un time-lapse. Super. Feu. Classe. Oh mon Dieu, magnifique. Magnifique, non? À travers le pantalon de joie. Mais tout cela ne représente que de petites éruptions passagères. Ce volcan peut encore exploser avec des conséquences bien plus graves, comme il l'a fait il y a exactement 3 ans. En juin 2018, le Fuego a apporté une véritable catastrophe aux zones environnantes. C'était une éruption qui a duré 16 heures et a couvert les villages voisins de cendres et de pierres. Le flux de lave mesurait 8 km de long et les cendres ont atteint jusqu'à la ville de Guatemala. Ces explosions sont différentes des éruptions régulières comme à Hawaï, car là-bas la lave coule relativement lentement et les gens ont la chance de s'évacuer. Ici, tout se passe très vite et c'est mortel. Plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie et des milliers ont perdu leur maison. C'était une éruption de type strombolien, où la lave et les cendres sont régulièrement projetées à l'extérieur en petites ou parfois grandes explosions. Et ce n'est même pas le type d'éruption le plus sûr qui se produise lors des éruptions pliniennes. En plus de la lave et des cendres, il y a aussi du gaz volcanique. Ces explosions sont beaucoup plus rares, mais elles sont beaucoup plus puissantes et imprévisibles. L'éruption légendaire du Vésuve, il y a presque 2000 ans, était de ce type et a rasé la ville de Pompéi de la surface de la Terre. Al Fuego rappelle aujourd'hui que les volcans actifs sont vraiment une menace et pas seulement un phénomène naturel fascinant. Nous avions prévu de nous approcher aussi près que possible du volcan à une distance sûre pour sentir la terre trembler sous nos pieds. Mais le temps ici est si changeant que nous avons décidé qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques, car ce sont finalement des montagnes. En attendant les prochaines éclaircies et le spectacle du soir du volcan, il n'y a pas beaucoup à faire dans le camp. Tout d'abord, il faut entretenir le feu car une fois la nuit tombée, la température descendra presque à 0. Deuxièmement, admirer les lumières nocturnes des villes au pied du volcan. Ensuite, Gonzalo nous a rapidement rassasiés avec des pâtes et du pain. Juste pour ceux qui s'inquiètent des calories brûlées pendant l'escalade, nous sommes tout à fait prêts pour le dessert. Quel choc! Oh mon Dieu! C'est comme un feu d'artifice mais de mère nature. Wow! Waouh, quelle explosion! Probablement l'une des plus grandes. Les éruptions avaient lieu environ toutes les heures, et chacune d'elles était littéralement à couper le souffle. Et ce n'est pas la seule chose que tu peux admirer ici depuis les hauteurs. Voici la vue de l'autre côté de notre camp. Une ville illuminée couverte de nuages, la lave d'un autre volcan, et en arrière-plan, encore des tonnerres et des éclairs. Incroyable!
La lave vient d'un autre volcan actif de cette région appelé Pacaya. Pacaya s'élève à 2552 mètres. Bien qu'il ne crée pas de feu d'artifice spectaculaire comme Fuego, il coule beaucoup de lave. Et voici comment cela se présente du point de vue d'un drone. Malgré sa splendeur, le volcan Pacaya n'éveille pas autant d'enthousiasme chez les créateurs de contenu que le Fuego. Moi, par exemple, je me suis réveillé à 3 heures du matin pour essayer de capturer une éruption sur fond de ciel clair. Et il me semble que j'ai réussi. Après une ascension d'1 heure et demie à travers la cendre volcanique, nous sommes finalement arrivés à Acatenango. Ce n'était pas facile, mais cela en valait probablement la peine. Derrière moi se trouve le cratère de cet ancien volcan éteint. Et voici bien sûr le lever du soleil. Même si le volcan Fuego ne nous honore pas de ses éruptions nocturnes, le lever de soleil sur le cratère du volcan Acatenango compense tout. Nous sommes au 3e point le plus haut du Guatemala, et la vue sur plusieurs kilomètres autour mérite les épithètes les plus prétentieux, comme incroyable. Il semble que les stratovolcans guatémaltèques soient plus isolés les uns des autres que les massifs montagneux plus connus. C'est pourquoi le sentiment d'être au sommet du monde est très intense ici. D'ici, on peut également voir ce point sûr sur le volcan Fuego que nous n'avons pas atteint à cause du temps. Il ne reste plus qu'à regarder et admirer. Le soleil commence à chauffer doucement et suggère discrètement qu'il est temps de retourner au camp. La descente à travers la cendre volcanique m'a plu un peu plus que l'escalade. C'est presque comme faire du snowboard. L'aventure a été plutôt poussiéreuse, mais incroyablement excitante. C'est probablement la meilleure chose que l'on puisse vivre au Guatemala en seulement 1 jour et demi. Le plus intéressant est que tout cela a coûté seulement 80 dollars américains. Cela inclut un guide, l'hébergement et 3 repas par jour. C'est très bon marché, même juste pour le travail du guide. Maintenant, nous allons prendre le petit déjeuner et revenir en bas. Difficile de croire que nous sommes arrivés au Guatemala il y a seulement 2 jours. C'était probablement ma visite la plus intense dans un nouveau pays. Mais ce n'est pas la fin de notre relation avec cet endroit. Nous avons dit au revoir à Nick et Gonzalo, réorganisé nos affaires à Antigua et avons pris la route. Sous nous s'étend un tronçon de bitume parfaitement lisse. Tout cela parce que ce n'est pas seulement une route ordinaire, mais un tronçon de la célèbre route panaméenne. C'est la plus longue route presque ininterrompue au monde qui relie les 2 Amériques, de l'Alaska au sud de l'Argentine. Lorsque nous quittons l'autoroute, la circulation ralentit brusquement. D'abord sur une chaussée de qualité inférieure, puis sur une route en terre battue. Dans le village, un cortège funèbre peut bloquer la route. Le dépassement sur la voie opposée n'est pas bien vu ici. Nous avons donc patiemment suivi le train pendant 15 bonnes minutes. Notre prochaine localisation est à 100 km d'Antigua. J'aimerais encore discuter un peu des prix pour voyager à travers le Guatemala. Nous avons appelé un Uber pour connaître le prix de la course et on nous a indiqué un prix d'environ 32 dollars. Nous pensions qu'il s'agissait d'une erreur, mais ce n'était pas le cas. 16 dollars par personne pour 2 heures de trajet.
Pour l'instant, louer une voiture n'a aucun sens. L'endroit où nous allons, les spectateurs les plus observateurs ont déjà pu le remarquer depuis le cratère du volcan Acatenango. C'est Atitlan, le lac le plus profond d'Amérique centrale, entouré bien sûr de volcans et de quelques petites villes. La ville la plus facilement accessible par la route est Panajachel, qui est aussi la plus grande. 10 000 personnes y habitent et c'est le principal nœud de transport de la région. De là, partent les transports publics terrestres vers d'autres villes et villages, ainsi que les transports nautiques. Nous embarquons juste sur un bateau que l'habitant local a déjà préparé pour nous. Et voici qu'il nous mène à bord. Nous devons traverser jusqu'à la ville où nous passerons les prochaines nuits. Ces petites barques sont le seul moyen de se déplacer entre les villes. Ce n'est pas une attraction touristique, mais un véritable minibus flottant. Aux heures de pointe, il faut se battre pour une place libre. Comme il convient aux minibus, ils s'arrêtent à chaque quai, embarquant et débarquant des passagers. Par conséquent, les visages changent constamment pendant le voyage. Mais en général, on peut les diviser en deux catégories. Les locaux avec des vêtements vifs et colorés et les Américains qui viennent ici pour de longues vacances. On peut passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi ils viennent ici ou simplement montrer les paysages à l'extérieur du bateau. Le lac est en réalité une gigantesque caldeira d'une profondeur de 400 mètres, formée après l'éruption d'un ancien volcan il y a plus de 80 000 ans. Le lac Atitlan est considéré comme l'un des plus beaux lacs du monde, parfois appelé le Como d'Amérique latine. Je n'y suis pas allé, mais ici c'est vraiment magnifique. Les énormes montagnes couvertes de jungle tropicale descendant directement vers l'eau offrent une vue vraiment monumentale. À côté de leur taille, les grands hôtels qui ont poussé près de Panajachel semblent insignifiants et, selon moi, ne conviennent pas du tout à ces jungles magnifiques. Mais en attendant, nous nous rapprochons de notre destination. La Laguna de la Cruz est l'une des plus belles et des plus difficiles villes à atteindre au bord du lac. La plupart des maisons se trouvent directement en haut et il n'y a qu'une seule route qui y mène. De l'extérieur, cela semble très épique, comme s'il s'agissait d'une communauté de montagnes isolées. Le pied de la montagne est tout aussi charmant. Il est bien sûr destiné à accueillir un port pour les bateaux ainsi que de nombreuses villas et bungalows où les touristes en visite se reposent. Les options de loisirs sont limitées. On peut manger dans les restaurants locaux, essayer des sports nautiques ou visiter d'autres villes, donc nous en parlerons dans un instant. Mais maintenant, passons à la partie pratique. Pour 100 $, nous avons réservé pour 2 nuits une cabane tropicale avec un intérieur typiquement guatémaltèque. Le prix comprend des petits déjeuners dignes d'Instagram à base de produits locaux, y compris ma nouvelle passion, les bananes frites. Sur la véranda, un appareil parfait pour une sieste après le voyage et admirer les paysages du soir a été installé. Nous avons passé le reste de la journée ainsi et sommes allés dormir tôt, car demain nous avons une journée très intense qui nous attend. Voir les volcans au-dessus du lac Atitlan le matin, c'est quelque chose qui vaut le déplacement. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de voir les 3 sommets, mais par ciel clair, cela ressemblerait à peu près à cela. Oui, c'est une autre vue emblématique du Guatemala depuis notre chambre à Antigua. Nous ne pouvions pas attendre que les nuages disparaissent pour la photo, car nous devions explorer encore d'autres choses au bord du lac. Mais explorer le lac seul en une journée est un véritable défi. C'est pourquoi Boris a trouvé un habitant local qui nous fera visiter tout cela en détail en une journée. Notre guide Alex est un Maya natif qui parle bien anglais. Pour 100 $ pour 2 personnes, il passera toute la journée avec nous, nous montrant différentes villes où vit la population indigène de ces terres. La première étape est San Juan La Laguna, ville d'artistes et d'artisans. Elle est réputée pour ses peintres, sculpteurs et autres personnalités créatives. L'un des ateliers se trouve juste à côté du quai. Les enfants du coin y peignent des motifs typiquement guatémaltèques, notamment des volcans et des chats de toute taille. Et une fille avec le visage d'Elon Musk. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à voir ça. Tout ici est typiquement guatémaltèque, plein de couleurs.
Nous achetons un petit chat pour quelques dollars et continuons vers le magasin de vêtements locaux. L'endroit nous accueille avec une explosion de couleurs, encore plus intense que dans l'atelier des artistes. Bien que les hommes mayas portent rarement des couvre-chefs colorés, ils ont un demi-sombrero distinctif. Quant aux femmes, elles portent souvent des jupes vives, mais ne les achètent pas dans ce magasin. Boris voulait acheter un costume national en souvenir pour sa fille, mais le prix de 200 $ pièce l'a rapidement découragé d'acheter. La version officielle des prix élevés n'est pas un attrape-touriste riche, mais le fait que tous ces tissus sont faits à la main. Ils récoltent le coton local, le transforment à la main en fil, puis le teignent avec des essences végétales et sur des métiers à tisser primitifs, ils tissent ces tissus. Ce processus est long et fastidieux, bien que les étiquettes sur les vêtements suggèrent une méthode de production plus efficace. Au cours des négociations, les propriétaires ont commencé à rire, reconnaissant que Boris ressemblait beaucoup à Messi. Malheureusement, ils n'ont pas accepté de réduction pour le meilleur joueur de football du monde. Messi donne de l'argent aux gens, donc oui, son salaire est de 100 millions de dollars américains. En général, les gens sont très positifs. Et en même temps, nous parlons des différences de taille. Historiquement, les Mayas sont parmi les peuples autochtones les plus petits d'Amérique du Nord. La taille moyenne des hommes est d'environ 155 cm et celle des femmes est de 150 cm. C'est pourquoi nous nous distinguions de la foule. Ты знаешь, какой здоровенный? Сколько тебе росту? Пацан, сколько мне? Здоровенный, да. Ма! Je ne garantis pas la traduction, mais les discussions en dialecte local sonnaient à peu près comme ceci. C'est un géant. Quelle est ta taille? Eh les gars, combien il peut mesurer? Grand, hein? Wow! La différence était particulièrement flagrante lorsque nous sommes arrivés sur la place principale, qui sert également de centre sportif pour assister au match. Nous étions au moins un demi-mètre plus grands que tout le monde, ce qui aurait pu créer un certain malaise s'il n'y avait pas eu assez de place. Tout le village était là, non pas parce qu'il n'y avait pas de télévision, mais parce que le courant avait été coupé partout, sauf à cet endroit qui disposait d'un seul générateur. En général, San Juan est une ville très positive et colorée. C'était agréable de se promener pendant quelques heures, de regarder les murs peints et les locaux, mais il est temps de continuer. Nous arrivons au village voisin par le transport local national. D'accord, on y va. Les tuk-tuks sont principalement utilisés en ville ou, dans des cas exceptionnels, entre des villes situées sur la même rive. Malheureusement, voyager en tuk-tuk n'est pas aussi agréable qu'en bateau. En 15 minutes, nous sommes arrivés à San Pedro. En général, il n'est pas nécessaire d'ajouter « la laguna », qui signifie littéralement « sur le lac ». Toutes les villes ici s'appellent la laguna. Si San Juan était une ville d'artisans et d'artistes, celle-ci est une ville de fêtards. San Pedro est beaucoup plus grand que San Juan et est célèbre pour sa vie nocturne intense, attirant de nombreux touristes étrangers avec des sacs à dos. La demande a entraîné l'ouverture de nombreux bars, restaurants et petits hôtels le long de la côte. Une visite pendant la journée peut être décevante, car les rues sont souvent désertes et de nombreux endroits sont fermés, probablement parce que les habitants se reposent après les festivités nocturnes. Finalement, nous avons trouvé un petit restaurant local où nous avons pris un repas rapide et bon marché. Espérant que le repas ne dérangerait pas nos estomacs, nous sommes allés à la dernière ville du jour. Le voyage de San Pedro à Santiago a duré tranquillement plus de 30 minutes. Le trajet était si fluide que le chauffeur nous a même permis de conduire un moment, bien sûr sous sa stricte supervision. Santiago, au premier regard, semble plus morne que d'autres localités sur le lac. La ville est beaucoup plus pauvre et moins touristique, avec une forte communauté maya. Où vivent le plus de Mayas? Ici. Pas au Mexique ou ailleurs? Non, non, Alors, il a vécu ici, dans cette ville? dans cette ville même. Oui, la plupart d'entre eux vivent ici. Ce sont eux qui gouvernent cette région. C'est pourquoi il existe deux systèmes administratifs ici, sur le lac. Celui des Mayas et celui de l'État, même si le Conseil Maya a une grande influence sur les décisions locales et les questions culturelles. Ainsi, si le gouvernement souhaite introduire des changements, c'est au Conseil Maya que revient la décision finale. C'est lui qui prend les décisions et les changements sont ensuite mis en œuvre avec prudence. Ici, il faut respecter les lois des Mayas. C'est le système qui prévaut ici, un peu inhabituel, mais il existe. N'oubliez pas cependant la règle principale.
La petite ville nous a accueillis avec une Infinity garée directement sur le quai et une architecture dans un style que je ne sais même pas, baroque maya. Mais il suffit de quitter la rue principale pour que tout devienne beaucoup plus pauvre et plus sombre. La région ressemble soit à un grand marché, soit à des bidonvilles peu attrayants. Même le seul bus de poulet que nous avons rencontré ici avait des couleurs sombres et ternes. Le seul endroit clair et spacieux à Santiago est l'église. Les gens y viennent en masse pour les messes. Ils s'assoient en rangée autour du bâtiment, ce qui peut également être dû aux restrictions liées à la pandémie. Bien sûr, la colonisation de ces terres n'est pas passée sans laisser de traces, et la plupart des habitants des villes mayas sont passés au christianisme, plus précisément au catholicisme. Dans chaque localité autour du lac Atitlan, il y a de grandes églises claires et propres qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne correspondent souvent pas du tout à ce qui se passe à l'extérieur. Mais encore un petit pourcentage d'habitants croient en leur idole maya spécifique que pour voir, nous avons suivi Alex dans une porte exceptionnellement sombre où, pour être honnête, je préférais ranger la caméra juste au cas où. Les seuls enregistrements qui ont survécu sont ces courts clips de Bora qu'il enregistrait secrètement avec son téléphone. Dans l'une des maisons de Santiago, une pièce séparée a été aménagée pour l'idole Maximone et ses gardiens. Et c'est l'un des cultes les plus étranges dont j'ai jamais entendu parler. Il s'agit d'une image collective des Mayas qui se sont rebellés contre les Espagnols. Ils se sont longtemps cachés, mais ont finalement été exécutés et commémorés sous la forme d'une idole en bois. Son apparence varie d'une ville à l'autre. Dans certaines, il porte des lunettes, dans d'autres, un bandana. Santiago, d'où il vient, est orné de nombreuses cravates, chapeaux et écharpes. Sa caractéristique la plus importante est qu'il est une idole très dualiste, permettant tout. Il est à la fois protecteur des familles et coureur de jupons, juge et trompeur, et ne se prive pas d'alcool ni de cigarettes, ce qui fait d'ailleurs partie de son rituel. Il existe un documentaire en espagnol qui explique que Maximon n'est pas vraiment en contradiction avec le christianisme, même si les prêtres catholiques, disons, ne l'apprécient pas beaucoup. Selon la tradition, chaque année, il déménage dans une nouvelle maison, où une chambre lui est réservée avec ses gardiens. Les touristes peuvent le visiter librement, mais il faut payer pour le filmer. C'est pourquoi j'ai préféré chercher du matériel ailleurs. Pour une raison quelconque, ma visite chez Maxima m'a laissé un léger sentiment d'inquiétude. Santiago, comparé aux autres villes vues jusqu'ici, dégage une atmosphère plus sombre. Ce contraste avec le reste du lac Atitlan rend la visite d'autant plus intéressante. Notre visite des villes autour du lac Atitlan a été plutôt chaotique, et Alex a imposé un rythme tel que nous avons à peine pu enregistrer quoi que ce soit. Mais en un jour, nous avons tout vu, et nous avons même réussi à attraper le dernier bateau pour notre embarcadère. Le Guatemala nous accueille avec un temps pas très amical. Légère pluie, mais absolument. Je pense que je n'ai pas le droit de me plaindre, car avant notre arrivée, les prévisions annoncèrent de la pluie pendant tout le séjour. Que ce soit à Fuego, à Antigua ou au bord du lac Atitlan. Nous avons donc eu beaucoup de chance qu'il ait commencé à pleuvoir seulement le dernier soir. Globalement, le Guatemala m'a laissé une impression positive, même s'il n'est pas le pays le plus riche. Nous avons eu une petite situation désagréable avec les locaux. De retour de Fuego, j'ai remis mes affaires dans mon propre sac à dos. J'ai laissé celui que j'avais emprunté au guide à la réception, mais pour une raison quelconque, ils ont pensé que je leur demandais de le jeter. Quand il s'est avéré que le sac à dos avait disparu, les guides ont commencé à nous envoyer des menaces. Quelque chose comme « nous savons où vous êtes, nous pouvons vous trouver ». Mais je pense que l'affaire s'est résolue pacifiquement, bien que, comme on dit, le mauvais goût est resté. Mais ça n'a pas d'importance. La nature ici est tout simplement incroyable. Honnêtement, les impressions que j'ai recueillies au cours de ces 4 jours suffiraient à les répartir sur plusieurs semaines, et Boria envisage déjà d'organiser des excursions ici pour nos touristes. Personnellement, si j'en ai l'occasion, je visiterai certainement ce pays à nouveau. Voir Tikal, un complexe local de temples mayas, pas moins beau que Chichén Itzá au Mexique, mais beaucoup moins fréquenté et entouré d'une jungle beaucoup plus sauvage. J'irai sur la côte du Pacifique, puis sur la côte de la mer des Caraïbes. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant que dans un pays qui a accès à la fois à la mer et à l'océan, la meilleure station balnéaire soit un lac. C'est du moins ce que dit notre guide. Et cette sensation d'être à l'autre bout du monde, loin de chez soi, où tout, la nature, les gens, la culture, tout est différent. C'est tout simplement une sensation incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine fois!
Et comme d'habitude, je ne peux m'empêcher de rappeler que le meilleur soutien pour la chaîne vient des abonnés avec la cloche et de vos commentaires.